fait chaud, il fait chaud. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo un petit peu attendue puisque c'est la vidéo sur le bilan de mon premier trimestre de grossesse. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur l'annonce de la grossesse, cette grossesse a amené pas mal de bouleversements dans notre petite vie à mon mari et moi. On a été pas mal pris dans tout ce qui est côté administratif, tout ça etc. Du coup je vous enregistre cette vidéo que maintenant à la veille de mes vacances sur le premier trimestre. Et heureusement là je me dis que j'avais tout enregistré en story. Pour tous les gens qui me suivent sur Instagram, j'avais enregistré avant de vous annoncer ma grossesse mes premiers ressentis dans mon téléphone et je vous ai mis peu à peu les stories au compte-gouttes une fois que j'ai annoncé la grossesse sur les réseaux sociaux et je me suis servi de ces stories pour faire cette vidéo d'aujourd'hui parce que sincèrement ce premier trimestre est déjà passé très rapidement, même si ça a été un début de grossesse assez difficile. Ça n'a franchement pas été simple pour moi, autant mentalement que physiquement, mais finalement c'est passé relativement vite et je me dis que j'ai bien fait d'enregistrer ces petites stories parce que ça me permet de revenir avec vous sur ce début de grossesse un peu compliqué dans cette vidéo. Donc dans l'immédiat je vais vous parler de mes premiers ressentis. Alors ça va être les seins gonflés, les nausées, la fatigue, les palpitations, les essoufflements, l'odorat qui est décuplé, l'hypersensibilité, la prise de poids forcément, ça je vais aborder ça un petit peu plus en fin de vidéo avec le suivi médical que j'ai maintenant par rapport à ça. Et puis la difficulté d'accepter cette grossesse, d'accepter le changement corporel qui a loin été d'être facile pour moi. Parce que forcément, qui dit grossesse dit prise de poids, alors qu'on vient à peine de faire la paix avec son corps et qu'on vient à peine d'essayer de stabiliser notre poids, et ben on est tout de suite obligé de repartir dans un changement morphologique auquel il faut encore se réadapter. Et ça a été loin d'être évident tous les jours et c'est encore pas forcément facile, même encore actuellement. Mais ça, je reviendrai sur tout ça avec vous en fin de vidéo. Donc déjà, pour revenir sur les premiers symptômes, donc les seins gonflés, je vais pas m'étendre là-dessus, c'est un des premiers symptômes que j'ai eu. Les seins qui ont été tendus, gonflés, qui ont grossi, qui ont rempli mes soutiens-gorge, est arrivé dès le premier jour de retard de mes règles. Je vous le dis dans la vidéo, j'avais des seins très tendus, très toniques, très droits, les tétons ressortis, assez douloureux, qui me faisaient mal sur les côtés, et ça c'est un signe typique de la grossesse. Donc je reviendrai pas là-dessus, forcément tout au long de la grossesse, la poitrine, voilà, s'adapte, se prépare à l'allaitement entre guillemets et du coup oui les seins grossissent et même encore actuellement je peux avoir des douleurs et je vois encore ma poitrine changer même encore là sur le deuxième trimestre. Deuxième symptôme qui a été quand même assez difficile à vivre durant ce premier trimestre, ça a été les nausées. Pourquoi ça a été difficile à vivre, en tout cas pour moi? Parce qu'à ma première grossesse, je n'ai pas eu de nausées. J'ai eu beaucoup de chance. J'avais beau être enceinte de jumelles, d'avoir 2 bébés dans le ventre, donc d'avoir un taux d'hormones de grossesse extrêmement haut, je n'ai pas tellement connu de nausées à ma grossesse gémellaire, à ma première grossesse. Donc j'étais convaincue que si je retombais enceinte et qu'en plus qu'il n'y avait qu'un seul bébé dans le ventre, je n'aurais pas de nausées, en tout cas pas au point d'être vraiment très mal. Et c'est pas du tout le cas, comme quoi chaque grossesse est différente. J'ai eu énormément de nausées. Alors après, à ma première grossesse, j'étais pas slivée. J'avais pas encore eu de chirurgie bariatrique et je sais que la sleeve accentue ces symptômes-là, notamment les nausées. Cette sensation de nausée est censée partir au bout des 3 mois puisque le taux d'hormones est censé redescendre après les 3 mois. Moi personnellement, dépassé 3 mois, ça va mieux, mais je sais que quand on a été opéré de chirurgie bariatrique, que ce soit sleeve ou bypass, ces nausées peuvent durer jusqu'aux 9 mois. Donc ça, c'est simplement le mécanisme de la chirurgie bariatrique qui accentue ce symptôme-là malheureusement, et c'est vrai que moi j'ai eu énormément de mal à le vivre parce qu'en plus les nausées je les avais avant de me lever le matin, donc c'est-à-dire avant de poser le pied par terre, j'avais déjà des écœurements, j'étais déjà pas bien quoi, nauséeuse, ça durait jusqu'à 3 heures l'après-midi à peu près, et ça pouvait reprendre le soir, même après le repas du soir vers les 20h30, 21h. Donc ça a vraiment été très difficile pour moi au départ. Les nausées aussi ont eu un impact sur ma manière de manger. Malheureusement, je me suis très vite rendu compte que pour calmer ces nausées, il fallait toujours que j'aie quelque chose un peu dans le ventre.
Du coup, j'ai été obligée de fractionner mes repas parce que déjà, forcément, qui dit nausée dit écœurement, donc on a moins faim. Mais en même temps, on sent bien que dès qu'on a l'estomac vide, les nausées s'accentuent d'autant plus. Donc en gros, je devais avoir au moins quelque chose dans le ventre toutes les 2 heures. Donc je me suis repartie dans des grignotages. Et ça, c'est pas du tout bon non plus. Ça a eu pour conséquence effectivement de me faire reprendre du poids assez rapidement, malheureusement. Mais c'est vrai que c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour essayer à peu près de calmer ces nausées. Même si j'avais pas forcément faim, je savais que si j'avais quand même un petit truc dans le ventre, ça calmerait cet effet d'écœurement quoi, tout simplement. Du coup, ça a été le source de pas mal de perturbations, on va dire pour moi, on va dire ça comme ça, parce que forcément quand on a eu une chirurgie bariatrique, on a mis en place toute une routine au quotidien d'un point de vue alimentaire, et là, bah ça a complètement tout faussé quoi. Je pouvais plus faire des repas conséquents, donc j'avais très vite faim, en même temps j'étais écœurée, il fallait que toujours que je grignote un petit peu un truc, un minimum, pour pas avoir ces sensations de nausée. Donc ça a été un combat un petit peu difficile à mener et ça a beaucoup perturbé toute l'hygiène alimentaire que j'avais mis en place depuis l'intervention de la sleeve quoi. Ça a été un petit peu compliqué à gérer au début de la grossesse. Ensuite, autre symptôme lié aussi aux nausées, c'est la fatigue. Il y a une extrême fatigue qui est tombée sur moi, à peu près en même temps que les nausées, à un mois de grossesse. J'avais extrêmement du mal à me lever le matin, ça a été très très dur, me lever pour aller au travail, c'était juste un supplice. Même le mercredi pour amener mes filles à l'école, j'allais à l'école, j'étais nauséeuse, j'étais blanche, j'avais vraiment du mal, je n'étais vraiment que réveillée à partir, quand il y avait la fin des nausées en fait, c'était lié, qu'à partir de 3 h l'après-midi. Lorsque je travaillais, que je n'avais pas l'occasion de faire de sieste, c'est pas compliqué, j'allais au boulot, je rentrais, je mangeais et à quoi 21 h, en même temps que mes filles, entre 20h30 et 21 h, j'allais au lit et je dormais tout de suite, comme une masse. À un moment donné, c'était ça, c'était travail, repas, coucher. J'avais vraiment plus de vie quoi. Pas envie de lire, pas envie de regarder la télé. Il y avait qu'une seule chose, c'était mon lit, m'endormir et fichez-moi la paix. Ça a été vraiment difficile parce que quand on a une première grossesse et qu'on n'a pas d'enfant à gérer à côté, c'est simple, mais quand en plus vous avez à côté 2 petites filles de 5 ans, après 8 heures de travail, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes exténué, que vous êtes fatigué et qu'il faut continuer à entamer la deuxième journée de maman alors que vous êtes mal à un point, je raconte même pas, ça a vraiment été difficile et donc oui, il y a eu cette grosse fatigue. C'est difficile de comparer par rapport à ma première grossesse parce que ma première grossesse, comme je le dis, je n'avais pas d'enfant, donc forcément je rentrais le soir, j'étais beaucoup plus calme, je ne faisais pas autant d'heures de travail, j'étais pas à temps complet à l'époque, là maintenant je le suis. Donc bon, le contexte est totalement autre aussi et forcément la fatigue était forcément plus grande. Donc ça c'est difficilement comparable, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une extrême fatigue et même encore maintenant là à mon deuxième trimestre, si j'ai pas ma petite sieste ou si je dors pas très bien la nuit, surtout que maintenant voilà, j'arrive à un moment de la grossesse où les positions c'est compliqué, en ce moment il fait extrêmement chaud la nuit, c'est vrai qu'on fatigue très vite quand même, faut pas se leurrer. Ce qui a été un petit peu aussi énervant les débuts de grossesse et ce qui l'est encore maintenant, c'est aussi la perte de mémoire. Alors ça, c'est un truc qui est très vite arrivé aussi. Je cherche souvent mes mots. J'arrive pas à trouver le mot exact pour dire ce que je ressens ou pour exprimer quoi que ce soit. Je perds très régulièrement mes clés. Je pose mon portable quelque part. Il suffit que je fasse ce geste-là pendant que je pense à autre chose et bim, je sais plus ce que j'en ai fait. Mon mari me dit quelque chose à propos des filles. Tu penseras à faire ci, à faire ça. Ça m'est sorti complètement de la tête. La mémoire d'un poisson rouge. Alors ça aussi, je sais que c'est typique de la grossesse. Je crois que c'est hormonal d'ailleurs. Toute notre énergie se canalise sur le bébé. C'est plus du tout là-haut même. Donc ça m'a valu quelques petits désagréments, notamment au travail. Je suis quand même secrétaire médicale. Je prends des rendez-vous, tout ça. Donc quand vous oubliez de noter la personne, qu'elle arrive avec le carton, que vous avez bien vu que sur le carton vous avez noté son rendez-vous, mais vous ne l'avez pas noté sur l'ordinateur, ça peut être un peu délicat. Donc voilà, ça, la perte de mémoire aussi, c'est quelque chose qui malheureusement risque de vous arriver avec ce début de grossesse. Et au premier trimestre, on s'en rend plus compte parce qu'on cherche plus ses mots. Après, on commence à avoir l'habitude. Et ça, en général, ça vous suit jusqu'à la fin de la grossesse. Donc bon courage. Quatrième chose, les palpitations et les essoufflements. Ça, pareil, j'ai découvert ça à cette grossesse. Je me souviens pas pour mes filles si j'ai eu ça un petit peu en fin de grossesse, mais pas dès le début. Là, dès le début, j'ai très vite ressenti des palpitations, des essoufflements, c'est-à-dire que même le matin, quand je me levais et que j'avais encore rien fait,
aucun mouvement un petit peu dynamique, et ben j'étais quand même déjà essoufflée, j'avais déjà des palpitations, donc ça c'est franchement pas top. Parce que quand vous partez au travail, que vous êtes déjà essoufflé, quand vous vous exprimez aussi, hein, ça s'entend quand on parle qu'on a besoin de reprendre plus souvent notre souffle. Bon, on sent que le cœur est beaucoup plus sollicité, alors c'est tout à fait normal parce qu'avec la grossesse, on a un flux sanguin qui est nettement plus important, hein, parce qu'il faut aussi apporter tous les apports qu'il faut pour le bébé, donc on a un sanguin plus important, donc le cœur a beaucoup plus de travail aussi à fournir, ce qui explique ces palpitations et ces essoufflements. Pareil, au deuxième trimestre, ça continue encore, mais je pense qu'il y a aussi le bébé qui grandit, la fatigue qui est présente. Et ça, c'est quelque chose aussi que vous risquez de ressentir. Est-ce que c'est lié à l'âge? Est-ce que c'est lié à la sleeve? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est arrivé très tôt, en même temps que la fatigue et les nausées. Ces palpitations, elles arrivent aussi, malheureusement, après les repas. Quand vous avez été sleevé ou bypassé, vous savez que vous pouvez de temps en temps faire des dumping syndrome. C'est exactement la même chose avec ces palpitations. C'est-à-dire que si je continue à remanger trop gras, trop sucré ou de manière trop rapide, très vite j'ai les palpitations qui reviennent. Il suffit que je prenne mon petit déjeuner et bim, tout de suite j'ai les palpitations qui arrivent. Dès que je remets le transit en route, paf, j'ai l'impression que tout de suite le cœur s'emballe. Ça c'est pas très agréable, donc faire attention dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous poser, n'hésitez pas à vous allonger, le temps d'essayer que ça passe, ça fait un petit peu de tachycardie. Si c'est vraiment problématique, je vous invite vraiment à éviter tout ce qui est boisson à base de caféine, donc évitez le café le matin, ou prenez du déca, évitez le coca, ce genre de choses, ou même le thé, puisqu'il y a de la théine dedans et c'est quand même un excitant. Donc tout ce qui est excitant, tout ça, évitez parce que ça favorise les palpitations que vous aurez déjà en temps normal sans ces boissons-là. Du coup, ces palpitations, elles ont été aussi un problème, je reviendrai avec vous dessus, par rapport au sport, parce que j'étais censée maintenir une activité physique, j'étais censée continuer mon sport, mon aquabiking, hein, pour tous ceux qui savent, qui me suivent depuis déjà un petit moment, vous savez que je fais régulièrement de l'aquabiking, et mon médecin m'avait fortement conseillé de continuer le sport. Ces palpitations-là m'ont très clairement trop handicapée pour que je puisse me permettre de continuer le sport, parce que dès que j'ai refait une fois une séance de sport, mais dès que j'étais sur le vélo, j'ai bien senti que mon cœur s'emballait, j'étais fatiguée, je sentais bien que j'allais pas prendre de plaisir, donc j'ai pas pu, en tout cas au premier trimestre, continuer mes activités sportives, notamment aussi à cause des palpitations, mais j'en reviendrai un petit peu plus longuement sur le sport en fin de vidéo. Ensuite, autre symptôme vraiment compliqué à gérer ce premier trimestre et qui heureusement au deuxième a disparu, c'était la gestion de l'odorat. Je vous ai déjà parlé dans des vidéos, quand on vient de se faire opérer, il y a un changement hormonal qui joue sur l'odorat, qui le décuple, comme quand vous êtes enceinte. Bon bah moi ça n'a pas loupé, je suis tombée enceinte et du coup bah, l'odorat a été décuplé. C'est pas seulement les odeurs de nourriture ou les mauvaises odeurs qui sont écœurantes, ça en arrive même avec les odeurs de cosmétiques, les odeurs de crème hydratante, de shampoing, de gel douche, de parfum. C'était juste l'horreur pour moi, je ne supportais plus rien. Même je vous dis l'odeur corporelle, même l'odeur de mes filles, et ça a été super culpabilisant pour moi. Tout ce qui était odeur de cosmétiques et mauvaises odeurs, que ce soit corporelle, le tabac, ce genre de choses, c'était juste immonde. Et comme quoi ça m'a aussi prouvé que dans les cosmétiques, il doit y a pas forcément y avoir de très très bons composants pour que quand on est enceinte, on soit autant écœuré de ces produits-là. J'ai essayé pendant le premier trimestre de trouver d'autres produits, j'ai cherché longuement et franchement j'ai pas trouvé, parce que même les produits sans parfum ont quand même un minimum d'odeur, et même les produits sans parfum qui n'ont pas d'odeur, je ne pouvais pas les mettre. Alors déjà à cause de l'odeur, parce que ça sentait quand même malgré tout quelque chose, et ma peau ne supportait aussi plus rien du tout. J'ai déjà une peau très réactive à la base, mais alors là dès que je mettais une crème quelle qu'elle soit, tout de suite j'étais rouge, tout de suite j'avais des boutons. Ça a été très très compliqué pour ça en début de grossesse. Autre petite joyeuseté aussi, l'hypersensibilité. Ça vous allez connaître, c'est quelque chose qui arrive rapidement. La moindre petite remarque, vous allez la prendre tout de suite mal. Dès que quelqu'un vous fait une remarque, vous vous sentez tout de suite agressé. Ça je l'ai très vite ressenti aussi au début, notamment avec les réseaux sociaux. Dès que j'avais un message qui m'embêtait un petit peu ou qui me blessait tout simplement, tout de suite je le prenais mal. Du coup avec les hormones qui sont au taquet, vous êtes complètement à fleur de peau. Donc là, oui, vaut mieux vous laisser tranquille, prévenez bien votre entourage que... Voilà, évitez la moindre remarque parce que tout de suite on la prend pour soi quoi. Une hypersensibilité, des émotions à fleur de peau. Hein. Une pub des plus banales pouvait réussir à me faire pleurer hein, d'émotions. Donc bon, c'est un peu passé depuis, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut vous arriver.
C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, c'est pas seulement parce que je devais cacher ma grossesse que j'ai pris mes distances par rapport au réseau. J'avais vraiment besoin de vraiment me couper de tout ça parce qu'à force de voir des vies parfaites, on se compare un petit peu. Ça commençait à prendre trop d'ampleur durant cette période de grossesse où j'étais vraiment pas très bien, où j'étais un peu perdue, que j'ai pris énormément de distance par rapport à YouTube, par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux pour vraiment me préserver de ça, parce que quand on devient hypersensible comme ça, on peut très vite se sentir attaqué, il peut y avoir une incompréhension qui se crée, donc c'est ce qui explique aussi la prise de distance par rapport aux réseaux sociaux. Sinon, conséquence aussi des nausées, des grignotages et puis de l'état de grossesse tout simplement, c'est la prise de poids. Je vais pas vous le cacher, de toute manière c'est pas possible, ça se voit, j'ai repris du poids. Très très vite. Très très vite, pourquoi? Parce qu'il y a eu grignotage. Pourquoi il y a eu grignotage? Parce qu'il y a eu nausée, parce que j'ai été perturbée, parce que je m'y attendais pas, parce que du coup je suis retombée dans mes vieux démons, dans l'aliment doudou, dans l'aliment refuge. Voilà, faut pas se leurrer, quand il vous arrive ce genre d'événements dans votre vie qui chamboule tout, à un moment donné c'est compliqué de rester intact et de garder discipline et rigueur dans tout ce qu'on vous a inculqué. C'est une grosse nouvelle qui nous a énormément perturbé, enfin qui m'a énormément perturbé et du coup oui, je suis retombée dans ces grignotages qui étaient en plus accentués par les effets de nausée et c'était les seuls moyens de les calmer. Donc oui, il y a eu reprise de poids qui n'a pas été simple puisque j'étais déjà dans une phase de rebond pondéral. C'est pour ça aussi que j'ai été un petit peu moins présente sur le début de l'année 2019 avant que je sois enceinte parce que je commençais déjà à reprendre du poids. Et de janvier à mars, j'avais déjà repris 3-4 kilos. J'ai pas trop compris. Je sentais bien qu'il y avait une démotivation par rapport au sport et que j'avais baissé un petit peu mon rythme. Je sentais bien que je commençais un petit peu à relâcher la pression. Quand ça fait 2 ans et demi, 3 ans que vous essayez de maintenir une rigueur, une discipline de faire mon reste des êtres humains, j'ai commencé à flancher, soyons honnêtes, et c'est là où j'ai commencé à reprendre du poids. Et cette grossesse est arrivée en plein dans ce rebond pondéral. Donc là, forcément, ça m'a pas aidé du tout à accepter le changement corporel. Ça a été très compliqué. Donc du coup, à mon début de grossesse, j'avais déjà repris 3-4 kilos avant. Donc j'étais déjà remontée à 59 kilos. Et donc quand j'ai commencé à être enceinte, je faisais 59 kilos. Donc mon poids de début de grossesse n'est pas mon poids là où j'étais le plus stable, c'est-à-dire à 56. C'est 59. Pour les médecins, je commence ma grossesse à 59 kilos. Du coup, je crois que dès le premier mois de grossesse, j'ai repris 1 kilo. Le deuxième mois, j'ai dû reprendre 2 kilos. Et tout ça, c'est surtout dû au changement de la manière de manger, en fait, tout simplement. Quand notre corps a pris l'habitude de manger d'une certaine manière et que d'un seul coup, du jour au lendemain, tout est chamboulé, les grignotages reviennent régulièrement, tout ça, il met pas très longtemps à restocker et à reprendre du poids. Malheureusement, c'est le jeu. Je sais qu'en début de grossesse, on n'est pas censé reprendre aussi vite. Mais bon, voilà, moi, je l'ai vécu comme ça. D'autres personnes n'auront pas forcément repris beaucoup de poids au premier trimestre. Ça dépend de chacun et comment chacun vit la grossesse et le changement. C'est pour ça que j'en viens sur un point que je vais développer un petit peu plus et qui a été, je crois, la chose la plus difficile dans ce premier trimestre. Ça a été tout simplement la difficulté d'accepter cette grossesse et le changement morphologique qui est lié. Déjà, il y a le caractère assez exceptionnel de la grossesse. Comme vous le savez, avec mon mari, on n'était pas censé réussir à avoir d'enfants de manière naturelle, c'est pour ça que je n'étais pas sous contraception. Ça nous est tombé, oui, sans crier gare, quoi, comme un cheveu sur la soupe. Et du coup, au lieu d'être euphorique, la première question qui se pose, au-delà du fait de se dire, voilà, je suis enceinte, mais est-ce que cette grossesse se passe bien? Parce que c'est bien, ok, il a réussi à avoir fécondation, mais est-ce que du coup l'embryon est viable? Est-ce que du coup il est bien placé? Est-ce qu'il y en a qu'un et pas deux? Parce que du coup on se pose quand même la question. J'ai déjà eu quand même deux enfants. Là, s'il y en a deux, comment on va s'en sortir? Il y a déjà tous ces doutes et tous ces angoisses qui fait qu'on n'est pas du tout serein, quoi. C'est pas comme une grossesse, on va dire, classique. C'était pas censé se faire et bon là c'est là. Mais du coup, est-ce que tout se passe bien? Donc ça, c'est les premières angoisses qui fait qu'on n'a pas trop envie de se projeter. Parce qu'on se dit, si à l'échographie, on voit qu'il y a un truc qui va pas, autant se préserver un peu et de pas trop s'emballer, de pas trop tout de suite s'imaginer avec un troisième enfant, un bébé dans les bras, parce que peut-être que ça se passe pas bien et qu'il faudra mettre fin à cette grossesse. Ou que cette grossesse va se mettre fin d'elle-même, toute seule dans les 3 premiers mois parce qu'elle sera pas viable. Donc ça a été difficile pour moi d'essayer de me projeter. Rien que pour ça, déjà au départ, tant que je n'avais pas eu la première échographie qui me montrait que tout allait bien, j'ai pas voulu me projeter.
Donc ça, forcément, je me suis mis un frein aussi et ça m'a pas aidé à accepter cette grossesse. Après, il y a autre chose aussi, c'est que moi et mon mari, mais surtout moi pour le coup, j'avais d'autres projets en tête à l'époque. J'avais fait le deuil du troisième, je vous le dis dans la vidéo sur l'annonce de la grossesse. J'étais dans des projets qui étaient totalement autres. Je voulais m'investir beaucoup plus sur YouTube, je voulais m'investir beaucoup plus au sein de groupes de parole dans Dijon pour faire mon partage d'expérience. J'étais plein de projets, j'avais mon lifting des cuisses afin de perfectionner le corps que j'avais réussi à atteindre. J'étais vraiment partie dans un processus complètement autre qu'une grossesse. J'étais plus du tout là-dedans et ça a été difficile pour moi, tant que je n'étais pas sûre que cette grossesse se passe bien, de renoncer à ce lifting des cuisses par exemple. De renoncer à me dire, bah non Céline, ton avenir, ça va pas du tout être ça. Abandonne, oublie dans l'immédiat parce que là, il y a autre chose qui t'attend. J'ai vraiment eu beaucoup de mal et sachant que bon bah une grossesse normale, vous n'avez pas forcément les rendez-vous tout de suite, contrairement à quand vous êtes passé à la procréation médicalement assistée où tout de suite tout est pris en main, tout est programmé, tout est planifié, vous avez des rendez-vous très vite. Et moi là, j'ai dû attendre quand même un certain temps avant d'avoir l'échographie de datation, avant d'avoir mon premier rendez-vous gynécologique. J'ai attendu pas loin d'un mois et demi, 2 mois pour pouvoir me rendre compte qu'effectivement tout allait bien. Déjà, ça a été un frein pour moi de vraiment de me projeter dans ce troisième bébé et de me dire, bah Céline, va falloir que tu fasses le deuil du corps, entre guillemets parfait, que tu aurais voulu quoi. Ça sera pas encore tout de suite et il va falloir essayer de penser que peut-être ton avenir va être autre que ce que toi tu t'étais prévu. Et ça n'a pas été évident. Il y a aussi une troisième chose, par rapport à tous les projets qu'on avait eus, avec ce troisième, ça chamboule tout. Alors moi je vous parle du lifting des cuisses, tout ça, mais par rapport par exemple à mon mari, là ça remettait en cause toute notre organisation qu'on avait réussi à mettre en place et ça a tout chamboulé. D'un seul coup on se dit non mais alors attends, avec un troisième, est-ce qu'on va pouvoir rester dans cet appartement? Et pareil, est-ce que je vais pouvoir continuer à faire autant d'heures de travail avec 3 enfants à charge? Par rapport à des choses beaucoup plus matérielles, la voiture par exemple, est-ce qu'il va falloir la changer, tout ça? Tout nous est tombé dessus d'un seul coup, c'était des choses auxquelles on n'avait absolument pas pensé, c'était pas du tout prévu au programme et il a fallu un petit peu dans l'urgence commencer à réfléchir à des choses qui pour nous n'étaient plus du tout d'actualité. C'est pour ça que ça a été très difficile de se dire bon bah ça y est, on est parti dans un troisième, ça y est, maintenant on va être 5 quoi. Finalement, pour résumer, les 2 premiers mois de grossesse, bah j'étais complètement perdue. J'étais un peu en stand-by, en mode pause. Attendons de voir l'échographie ce que ça donne et voyons après. C'était vraiment un peu ça. Psychologiquement, ça n'a pas du tout été simple. J'avais un petit peu plus le moral dans les chaussettes. Ce qui est arrivé ensuite, alors déjà c'était la difficulté de se projeter dans la grossesse, mais aussi la difficulté de se dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de se projeter dans ce nouveau changement corporel. Ce qui n'a pas forcément été évident non plus, c'est que quand l'entourage, ça j'ai dû vous en faire part aussi en story, les premières remarques de mon entourage par rapport à la grossesse, certaines remarques, ah bah oui, j'ai l'impression que t'as repris du poids, t'as repris au niveau des cuisses, t'as repris au niveau des fesses. C'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre quoi, parce que notre plus grande peur c'est quoi? C'est de reprendre du poids et qu'on nous dise tout de suite oh je me doutais qu'il y avait un truc parce que je trouve que tu t'es élargi les hanches et les cuisses. On se dit alors attends, je viens à peine d'être enceinte d'un mois, un mois et demi, on annonce la grossesse et les gens se permettent de tout de suite faire ce genre de remarques, donc du coup ça vous met encore au plus mal quoi. Et là je suis tombée dans une espèce de dépression, à limite rejeter cette grossesse parce que je me suis dit s'il y a un mois on commence déjà à me faire des réflexions, ça va être quoi à 9 mois quoi. Ça a été extrêmement dur pour moi d'accepter ça, quand en plus on en rajoute alors qu'on m'a jamais fait de réflexion sur mon perte de poids en disant oui effectivement je trouvais qu'il y a un truc qui avait changé, j'ai l'impression que t'as repris du poids quoi. C'est quand même pas très agréable. Du coup ça m'a pas du tout aidé et ça a même accentué la peur de me redévoiler sur les réseaux sociaux. À un moment donné, je me suis dit, mais comment je vais faire avec la reprise de poids et tout ce qui est réseaux sociaux, partage d'expérience. J'ai toujours dit que si je reprenais du poids, quel que soit le contexte, je vous le dirais. C'est pas si évident de continuer à s'afficher, de continuer à vous parler, à vous partager des choses en sachant que j'ai repris du poids. C'est pas si simple. Je pensais que ça aurait été plus facile et non, franchement, ça n'est pas évident. Et quand en plus votre entourage vous fait des remarques et vous dit que ça se voit, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire avec les réseaux sociaux? Enfin, finalement, après, ça s'est fait. Mais pourquoi j'ai réussi malgré tout à passer au-delà? Parce que j'ai eu la présence d'esprit d'appeler à l'aide auprès de mon médecin, parce que j'ai la chance d'être suivie par une équipe qui est juste géniale sur Dijon
Et dès que j'ai appris que j'étais enceinte, la première chose que j'ai faite, c'est appeler le docteur Gauthier qui me suit et j'ai dit docteur, je suis enceinte, aidez-moi, c'est la panique, qu'est-ce que je fais? Et ils ont eu la gentillesse de me prendre très rapidement en rendez-vous et c'est là où j'en viens maintenant au suivi que j'ai par rapport à la grossesse et à la sleeve. Dès que j'ai eu mon premier rendez-vous, le médecin m'a dit bon bah je vois bien que là c'est la débandade au niveau alimentaire, vous êtes reparti dans vos vieux démons, il y a grignotage et tout, vous êtes perturbé, on va reprendre les choses en main, on va remettre un cadre pour essayer d'au moins de vous redonner les bases, les bons principes et que vous vous sentiez pas perdu par rapport à tout ça. Donc, concrètement, pour le suivi de grossesse, première chose que m'a dit le docteur, les effets de la grossesse sont accentués par la chirurgie bariatrique. Donc tout ce qui va être nausée, tout ce qui va être fatigue, tout ce qui va être carence et tout ce qui va être reflux gastrique va être accentué par la chirurgie. C'est pas que la grossesse, il y a quelque chose d'anormal qui se passe, c'est pas que vous vivez mal votre grossesse ou que vous la rejetez ou quoi que ce soit, c'est tout simplement dû à la chirurgie. Première chose que m'a confirmé le médecin et qui du coup m'a rassurée. Deuxième chose, il m'a dit maintenant on va recadrer. On va remettre les choses au clair par rapport à votre alimentation. Et du coup, il m'a donné une fiche de route à tenir que je vais vous partager, comme ça vous saurez. Donc déjà, évitez toute forme de grignotage. Ça paraît évident, même si c'est pas facile. Vous avez des nausées certes, mais c'est pas forcément bon de manger à chaque fois que vous avez des nausées. Donc on évite les grignotages, on repart sur 3 repas durant la journée. Le petit déjeuner, vous enlevez les biscottes, vous enlevez les tartines, vous prenez du pain complet pour que ça dure longtemps dans le ventre, pour que vous n'ayez pas de grosses fringales à 11 heures. Vous faites votre repas de midi. Je vous donne droit à une seule collation dans la journée à 16 heures, un yaourt ou un fruit. On ne parle pas de gâteau ou de sucrerie ou quoi que ce soit. C'est un yaourt et un fruit. Et le soir, votre repas du soir. Vous maintenez ces 3 repas-là avec une collation de 16 heures et normalement, il ne devrait pas y avoir de dégâts au niveau prise de poids. Ensuite, il m'a donné une prise de sang à faire. Forcément, il m'a dit tout de suite, on va vérifier tout ce qui est carence, où est-ce que ça en est. Il m'a tout de suite fait, avant d'avoir les résultats, une ordonnance pour les vitamines. Du coup, je suis allée chercher les vitamines. Première vitamine qu'il m'a prescrit, donc pour le bébé notamment, vitamine essentielle pour son développement, surtout les 3 premiers mois de grossesse, la fameuse vitamine B9, l'acide folique. Donc il m'en a prescrit, voilà, je devais en prendre un comprimé par jour. Ensuite, continuer la zinc, qui est là. Par contre, supprimer une gélule, parce que quand j'en prenais 2 par jour. Et là, il m'a dit, vous en supprimez une, vous en prenez qu'une le matin, puisque on va compléter la zinc avec des vitamines faites exprès pour la grossesse, le Ginefam. Voilà. Alors là, je vous montre la boîte Supra XL, parce qu'il y en a 2, c'est à partir du 2e trimestre, c'est ce que je prends maintenant. Mais vous avez Ginefam aussi pour le 1er trimestre. Voilà. Mais cette boîte, elle est violette. Elle se présente comme ça. Voilà. Ce sont les 3 vitamines qu'il m'a prescrites et que je continue à prendre même en début de 2e trimestre. Même l'acide folique. Et enfin, il m'a fortement conseillé de continuer le sport. Là, je reviens un petit peu avec vous, je l'ai abordé vite fait tout à l'heure. Il m'a dit surtout continuer à garder une activité physique, ne serait-ce que pour les jambes, tout ça, parce que forcément, vous risquez d'avoir les jambes plus lourdes. Et le sport que je faisais, notamment l'aquabiking, le sport dans l'eau, est vraiment très bien adapté pour les femmes enceintes. Tout ce qui est sport dans l'eau, tout ça, c'est très bien. Ça évite de trop solliciter les articulations, contrairement au sport terrestre. Donc, il m'a dit surtout continuez bien, à raison de 2-3 séances par semaine. Donc, ces séances d'aquabiking, je vais essayer de continuer, mais je vous avoue que j'ai eu, durant le 1er trimestre, énormément de mal. Parce que, comme je vous disais, les palpitations, la fatigue a fait que, après une journée de travail avec les enfants, prendre la voiture, me redéshabiller, me mettre en maillot de bain, faire 45 minutes d'aquabiking, j'en étais tout simplement pas capable quoi. J'ai pas du tout trouvé l'énergie. Alors je pense que c'est une erreur parce que ça m'aurait fait beaucoup de bien le fait de voir d'autres gens, de parler d'autres choses, de bouger peut-être un petit peu plus mon corps, ça m'aurait pas fait de mal. Si vous vraiment vous pouvez continuer une activité sportive et surtout dans l'eau, faites-le. Mais moi j'étais tellement fatiguée, j'ai vraiment pris un coup de massue avec cette annonce de grossesse. Ça m'a complètement abasourdie et du coup même le sport, tout ça, ça a été très compliqué durant le 1er trimestre de me motiver pour y aller. Voilà, même encore maintenant c'est compliqué mais c'est plus juste une question de motivation.
C'est tous les changements que cette grossesse implique dans l'immédiat. On a énormément de choses à faire avec mon mari avant de partir en vacances qui fait que je n'ai là par contre tout simplement pas le temps d'aller au sport. Là c'est encore un autre problème. Mais c'est plus une question de motivation. En ce qui concerne mes rendez-vous gynécologiques, alors moi j'ai été soulagée le 29 avril. Donc à 1 mois et demi de grossesse quand j'ai eu mon premier rendez-vous et qu'elle m'a prescrit ma première échographie de datation. Là, enfin, j'allais savoir si cette grossesse se passait bien, s'il y avait qu'un seul bébé, s'il était bien placé, s'il n'y avait pas de soucis, etc. Donc, dès que j'ai commencé à avoir ce premier rendez-vous où j'ai commencé à être prise en main, en fait, j'ai commencé déjà à aller mieux et à me sentir rassurée, à essayer de me projeter dans cette grossesse. Donc, effectivement, à ce premier rendez-vous, elle m'a prescrit cette fameuse échographie de datation, qui n'est pas obligatoire, mais elle m'a dit, connaissant toute mon histoire et celle de mon mari, forcément elle a été surprise, et elle m'a dit, vu le caractère exceptionnel de cette grossesse, oui, on va faire une échographie de datation pour vérifier que tout aille bien. Elle m'a également demandé de refaire une prise de sang en ce qui concerne la toxoplasmose, même si j'avais déjà fait cette prise de sang il y a 6 ans pour mes filles, qui avait révélé que j'étais immunisée contre la toxo. Sachant qu'elle savait plus trop les résultats, elle a préféré m'en represcrire une. Donc déjà, du coup, première chose que j'ai faite, c'est l'échographie de datation. Et là, pour la première fois, j'entendais le cœur de mon bébé battre. Ça a été fort en émotion pour moi parce que j'ai vraiment pris conscience de la grossesse à ce moment-là. Quand j'ai entendu le cœur du bébé, que la femme qui me faisait l'examen m'a dit « Bon bah écoutez, oui, le bébé est là, il est bien placé, il n'y a aucun problème, il est viable, il n'y a qu'un seul bébé, il n'y a aucun problème gynécologique. Il fait 2,4 cm, c'était un petit haricot hein, à l'époque. Je l'ai vu sur donc l'échographe et oui, et là ça a été la prise de conscience quoi. Là j'ai bon bah ça y est, effectivement, il est là. Il s'est imposé, voilà, maintenant il faut l'accepter et puis on va essayer de mener cette grossesse au mieux jusqu'au bout. C'est vraiment à cette échographie de datation que j'ai pris vraiment conscience de mon état et où j'ai commencé à m'apaiser par rapport à tous les doutes et les angoisses que j'avais par rapport à la prise de poids qui, du moment où j'ai passé cette écho, m'ont paru complètement exagérées par rapport à la nouvelle qui se préparait quoi. Oui forcément il va y avoir reprise de poids, oui forcément je suis pas bien, je suis fatiguée, mais il est là quoi, il est là et tout va bien. Et là j'ai commencé à m'apaiser et j'ai commencé seulement à partir du 29 avril début mai à considérer cette grossesse de manière plus sereine. Donc on va dire que le premier mois et demi de grossesse, les 6 premières semaines ont été juste désastreuses pour moi jusqu'au moment de le voir et d'entendre son cœur quoi, de vraiment prendre conscience que nous allons être 5. C'était vraiment ça. Hein. Ensuite, il y a eu une autre petite frayeur qui est arrivée, malheureusement voilà, hein, tout peut pas se passer super non plus. Lors de la prise de sang de la toxoplasmose, moi j'étais convaincue qu'il n'y avait aucun problème puisque j'étais immunisée. Je me souviens que pour mes filles j'étais immunisée. On m'a toujours dit lorsque vous êtes immunisée de la toxoplasmose, il n'y a aucun souci. Et lors de cette prise de sang, vous avez 2 taux qui sont analysés. Que je vous dise pas de bêtises. Le taux IgG et le taux IgM. Le taux IgG, c'est en gros le taux que vous avez dans votre sang qui monte si vous avez des anticorps contre la toxoplasmose et qui montre que du coup vous êtes immunisé. Et le taux IgM qui montre si lui, il y a des nouveaux anticorps qui sont apparus, ce qui veut dire que vous avez contracté la toxoplasmose récemment. Et manque de bol, sur ma prise de sang, il était noté effectivement que j'avais d'anciens anticorps de toxoplasmose, mais que j'en avais aussi des récents. Ma gynécologue a commencé à s'inquiéter. Elle me dit, moi ce qui m'inquiète, si vous avez contracté la toxoplasmose en début de grossesse, même si vous êtes immunisé, est-ce qu'il y a un risque ou pas? Je sais pas. J'ai dû refaire encore une autre prise de sang. Il s'est avéré que c'était un faux positif. En fait, maintenant, les analyses sont tellement précises qu'elles arrivent effectivement à montrer quand il y a eu une contamination récente et elles arrivent à déterminer même à peu près quand vous avez été contaminé. Et cette prise de sang, cette dernière que j'ai faite, a montré que cette nouvelle contagion a eu lieu avant ma grossesse, donc ça n'a pas du tout
de conséquences par rapport au fœtus, en sachant que moi j'avais déjà les anticorps. Mais voilà, on a eu une petite frayeur avec ça, faire très attention avec la toxoplasmose. Cela n'empêche pas de faire très attention à ce que je mange, de bien laver tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, tout ça, éviter de manger des viandes crues, parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et alors là, cette prise de sang, moi pareil, je fais à mon mari, c'est pas possible quoi. Je viens seulement d'essayer d'être sereine par rapport à ce bébé à venir, et d'un seul coup, coup de stress avec le coup de la toxo. Finalement, rien de grave, tout va bien, mais bon, si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose, vous avez droit à une prise de sang tous les mois pour contrôler que vous l'ayez pas attrapé. Ça peut créer des malformations, etc. Faites très attention avec la toxoplasmose. Deuxième gros examen que j'ai fait avant de vous annoncer la grossesse, c'était quelque chose que je voulais absolument être sûre avant de vous l'annoncer, et c'est pour ça qu'on attend les 3 mois révolus aussi, pas seulement aussi en cas de fausse couche. C'est la fameuse échographie des 13-14 semaines pour vérifier que tout aille bien, mais surtout par rapport à la trisomie 21, mesurer la clarté nucale, combinée à une prise de sang, va permettre de déterminer si vous avez un risque ou pas de trisomie 21 qui s'accentue avec l'âge. Et moi, bah voilà, hein, j'ai quand même déjà 37 ans. Plus on avance dans l'âge, plus il y a de risques de trisomie. Les résultats de l'échographie combinés à la prise de sang a fait que tout était normal et il y a pas de raison de s'inquiéter vis-à-vis de la trisomie, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est toujours un petit peu inquiétant. Hein. À cette échographie là, j'ai pu voir aussi mon bébé, donc là vraiment bien formé, on voyait sa tête, on voyait même son petit nez, sa petite bouche, je vous mettrai peut-être en photo, vous la voyez peut-être actuellement. J'ai vraiment vu la physiologie d'un bébé apparaître sur l'écran, c'était vraiment extrêmement touchant. La femme qui m'a fait l'échographie a mesuré forcément l'encéphale, l'évolution des membres et tout, et donc tout se passe au mieux, tout était ok, tout était au vert. Cette échographie a juste été idyllique pour moi. Elle a été l'origine, cette échographie, de prise de décision, du coup, de vous l'annoncer ensuite sur les réseaux 15 jours après. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais sûre que la trisomie, il n'y avait pas de souci, que le bébé allait bien, que tout était normal, bah là je me suis dit c'est bon, je peux me permettre de l'annoncer sur les réseaux. Et donc c'est suite à cette échographie du 29 mai que ensuite 15 jours après, je l'ai annoncé. J'ai quand même attendu les 3 mois révolus, mais voilà. Du coup, pour conclure, arrivé à la fin de ce premier trimestre, pour revenir un petit peu sur les points que j'ai abordés, d'un point de vue des nausées, alléluia, magnifique, je n'en ai plus. Donc rassurez-vous mesdames, c'est pas parce que vous êtes sleevés, bypassé, je sais pas. Mais c'est pas parce que vous êtes sleevés et qu'on peut vous dire oui, les nausées ça peut durer jusqu'aux 9 mois, que ça va forcément durer tout le long. Non. Moi, quand les hormones sont redescendues, je n'ai plus les nausées. Donc ça, c'est juste super. La fatigue, par contre, elle est encore là. J'aurai encore vraiment besoin de faire un peu de sieste, j'ai encore besoin quand même de pas mal de sommeil. Après, le contexte actuel est un petit peu différent parce qu'il fait actuellement très chaud. Je commence à avoir quand même un bon bidou. Je peux pas prendre les positions que je veux la nuit, donc voilà, on dort un peu moins bien aussi. Et ça induit donc une fatigue encore présente quand même malgré tout. Même si je me sens en meilleure forme que le premier trimestre. Les palpitations sont toujours là, mais peut-être moins souvent. Elle serait plus liée à des repas que, comme je vous disais, que je prends trop rapidement, trop sucré, trop gras comme les dumpings, mais plus forcément dès le matin. Il suffit aussi que je commence à marcher un petit peu rapidement, il faut que je me calme un peu. Les palpitations, les essoufflements sont là, mais sont quand même moins présentes qu'au début. L'odorat, magnifique, alléluia, pareil, je suis plus du tout perturbée, je peux remettre mes crèmes cosmétiques, je peux me remaquiller, mes filles, je peux leur refaire des gros câlins, je peux les serrer dans mes bras, même si elles ont couru toute la journée, ça n'est plus un problème et ça c'est juste génial. Donc l'odorat c'est fini aussi. La perte de mémoire, vu le temps que j'ai mis pour enregistrer cette vidéo et combien de fois je me suis répétée, on va dire que c'est encore présent. Hein, voilà, compliqué de trouver ces mots, ça c'est évident, et je pense que ça me suivra jusqu'aux 9 mois. Les gonflements des seins, les seins tendus, tout ça, bah, c'est toujours le cas, ça dépend des jours, mais ça qui était plus ou moins des jours où je les sens tendus, douloureux, tout ça, mais je crois que ça c'est pareil jusqu'aux 9 mois de grossesse, et après, suivant si j'allais ou pas, ce sera toujours pareil, donc ça n'a pas changé, toujours des seins tendus, gonflés, prêts pour la grossesse, hein, je dirais tout simplement, ça y a aucun souci. Ça évolue encore quand même, j'ai encore ma poitrine qui change, ça m'énerve un peu, j'aimerais qu'elle arrête de prendre du volume, ce serait sympathique, s'il te plaît. Ce serait bien. Hein? Même si là ça se voit pas. Parce que je me vois au retour de ça se voit pas. Mais non, non, la poitrine, c'est bon. Ça suffit maintenant. La prise de poids. Alors la prise de poids, à la fin de mon premier trimestre, j'avais pris plus 3 kilos et donc je faisais 62 kilos.
J'ai commencé ma grossesse à 59 et à la fin du 3e mois, j'en faisais 62. Je vous dirai où j'en suis au bilan de la vidéo du 2e trimestre. Vous inquiétez pas, je ferai le point avec vous. Mais en tout cas, aux 3 mois, j'avais pris 3 kilos, 1 kilo par mois. On reste quand même dans la normalité, même si prendre quand même des kilos comme ça dès le 1er trimestre, bon, 1 kilo, 1 kilo et demi, ça aurait été mieux que 3, mais bon voilà, ils sont là, ils sont pris, hein. C'est comme ça. Donc finalement, pour ce 1er trimestre de grossesse, ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été d'accepter la grossesse et tous les bouleversements que ça implique au niveau matériel, voiture, changement d'appartement, mon travail, la remise en cause de tous les projets que j'avais commencé à mettre en place et qui finalement j'ai été obligée de mettre en stand-by, voire complètement arrêté, le lifting des cuisses, le fait de vouloir être un petit peu plus présente, plus partager avec vous. Bon bah ça forcément mode pause, hein, j'ai pas le choix. Tous ces changements par rapport à l'avenir et de ce que j'avais prévu. Et puis il y a tout le changement corporel. C'est toujours quelque chose qui est compliqué, qui est difficile pour moi, je vais pas vous le cacher. C'est le plus gros point noir que je pourrais dire sur ce début de grossesse. Devoir réaffronter un ventre qui s'arrondit, reprise de poids, des cuisses plus rondes, un visage un petit peu plus bouffi, une poitrine plus abondante. Voilà, c'est finalement la plus grosse difficulté à laquelle j'ai été confrontée et je suis encore confrontée actuellement avec cette grossesse. C'est ce qui est le plus difficile pour moi à vivre actuellement. Je pense que ça a été d'autant plus difficile que mon ventre est très vite ressorti. Je vais vous mettre d'ailleurs tout de suite 2 stories que j'ai enregistrées à 2 mois de grossesse et à 3 mois de grossesse pour vous montrer mon ventre. Il est sorti extrêmement vite et vous allez vous rendre compte que j'ai dû vite m'adapter à ce changement-là et psychologiquement c'est pas évident quand vous voyez votre corps changer si rapidement. Ça ne le fait pas à toutes les grossesses. Je rassure les femmes qui n'ont jamais été enceintes, en général une première grossesse le ventre ne sort pas aussi vite, mais à une 2e grossesse ou une 3e grossesse, le corps se souvient et donc se met très vite en place et le ventre sort beaucoup plus rapidement. Là ça a été mon cas, moi mon ventre il est sorti tout de suite et du coup j'ai dû m'adapter. Donc je vous mets les stories, comme ça vous pourrez voir et vous faire votre avis vous-même. Bon, soyons honnêtes, désolée pour le bordel mais là je me force pas. Mais je vais pas pouvoir vous le cacher pendant très longtemps encore. Baby fait sa place et nous sommes on est quel jour aujourd'hui? Le 15 mai, je crois. Une semaine de mes 37 ans. Je vous ai d'ailleurs fait tourner une vidéo ce matin sur les 3 ans post-op. Et heureusement qu'on voit pas mon ventre, hein, parce que là, je suis qu'à 2 mois. Enfin, un peu plus de 2 mois de grossesse. Vous avez déjà vu ce ventre à 2 mois de grossesse, quoi? Il y en a qu'un, hein. Je précise, il y en a qu'un. Bon, update story grossesse. J'ai franchement trop hâte de vous le dire. Parce que là, sincèrement, je peux plus le cacher, c'est pas possible. Ça y est, 3 mois passés, les 3 mois révolus. Oui, je ne suis enceinte que de 3 mois. Je comprends pas. Alors là, bien sûr, je suis aussi en fin de journée. En fin de journée, il est toujours beaucoup plus gros que le matin. Mais même si je rentre le ventre, c'est pas possible, ça marchait pas. Il est toujours là. Voilà. Donc... je suis contente parce que bientôt la prochaine vidéo où je vous annonce ma grossesse va sortir mercredi si tout va bien. Et après j'aurai plus besoin de me cacher parce que là j'avoue ça devient trop difficile. Donc voilà pour cette vidéo sur le bilan du 1er trimestre. J'en arrive à la fin. Je crois que c'est une longue vidéo, encore, vous me direz, toujours. Pour le sexe du bébé, ne commencez pas à poser des questions sous les commentaires dans cette vidéo. À l'heure où je l'enregistre, je ne connais toujours pas le sexe de mon bébé. Je ne sais pas si c'est un garçon, je ne sais pas du tout si c'est une fille. Personnellement, mon mari et moi, je vous avoue, on s'en fiche complètement. C'est déjà une énorme surprise que ce bébé soit dans mon ventre. Alors du moment qu'il aille bien, fille ou garçon, peu importe. Allez, maintenant pour tous ceux qui veulent vraiment une réponse et qui sont tatillons. En ce qui concerne mon mari qui n'aime pas trop les changements, lui il me dit, moi j'ai toujours eu l'habitude des filles, les filles je connais, je sais gérer, donc si c'est une fille, limite, je préfère parce que je sais à quoi m'attendre. Voilà, monsieur n'aime pas le changement. Moi je vous avoue qu'un petit gars ça me ferait plaisir quand même. Avoir un fils, voilà, avoir un garçon ce serait sympa. Surtout que dans la famille, que ce soit du côté de mon mari ou de mon côté, il y a plus de filles que de garçons. Donc je me dis pourquoi pas rééquilibrer les choses. Maintenant, sincèrement, tant que le bébé va bien, je m'en fiche. Il s'est tellement battu pour être là cet enfant que je me dis peu importe.
Voilà. Donc ne me posez pas la question, pour l'instant je ne sais pas. Si vous voulez avoir la réponse avant la prochaine vidéo sur le deuxième trimestre, le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est de me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est là où je vous annoncerai le sexe du bébé, notamment sur Instagram puisque je vais pas vous le cacher, c'est le réseau social sur lequel je suis beaucoup plus active. Donc vous saurez forcément sur les réseaux avant le sexe du bébé que la prochaine vidéo sans doute. Ça vous incite, si ça n'est pas encore fait, de vous abonner à mon Instagram. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Si vous avez aimé cette vidéo, ça me soutiendra et ça me permettra de me motiver pour continuer à partager mon expérience. Les bons moments comme les mauvais moments. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!